Tu as essayé de changer. Peut-être plusieurs fois. Peut-être des dizaines de fois. Tu t'es levé tôt pendant 3 semaines. Tu as suivi le régime pendant 1 mois. Tu as tenu le journal pendant 15 jours. Tu as couru, médité, lu, planifié. Et puis tu as arrêté. Comme toujours. Et tu t'es dit ce que tout le monde se dit dans ce moment-là. Je manque de discipline. Je manque de motivation. Je ne suis pas fait pour ça. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu as essayé de changer ce que tu fais sans changer qui tu es. Tu as changé tes actions. Tu n'as pas changé ton identité. Et sans ça, sans ce changement à la racine, toutes les habitudes du monde ne tiennent pas. Parce qu'elles sont greffées sur quelqu'un qui ne croit pas encore être la personne qui fait ces choses-là. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu changes dans le mauvais ordre. Et comment inverser ce processus pour que le changement, cette fois, soit permanent. James Clear, dans son livre Atomic Habits, l'un des livres sur le changement de comportement les plus lus de la dernière décennie, décrit 3 niveaux auxquels le changement peut opérer. Le premier niveau, c'est le changement de résultat. Tu veux perdre 10 kilos. Tu veux gagner plus d'argent. Tu veux courir un marathon. C'est ce que tu veux obtenir. La grande majorité des gens commencent ici. Ils fixent un objectif et cherchent des actions pour l'atteindre. Le deuxième niveau, c'est le changement de processus. Tu changes tes habitudes, tes systèmes, tes routines. Tu te lèves à 6 heures, tu prépares tes repas le dimanche, tu bloques 2 heures de travail profond chaque matin, c'est mieux. Mais ça ne suffit toujours pas. Le troisième niveau, le niveau le plus profond, le plus rare et le seul qui tienne vraiment sur la durée, c'est le changement d'identité. Tu ne changes plus ce que tu fais. Tu changes qui tu crois être. La plupart des gens commencent par l'extérieur et espèrent atteindre l'intérieur. Les personnes qui changent vraiment commencent par l'intérieur et laissent le reste suivre. C'est tout le renversement. Dans les 16 prochaines minutes, voici ce qu'on va explorer ensemble. Pourquoi le changement basé sur les objectifs échoue presque toujours? Comment fonctionne le changement basé sur l'identité et ce que la neuroscience dit sur ce mécanisme? La méthode en 4 étapes pour reconstruire ton identité de l'intérieur. Et la révélation finale, la plus difficile à entendre et la plus libératrice. Voici le problème fondamental avec le changement orienté objectif. Un objectif est, par définition, temporaire. Tu veux courir un marathon. Tu t'entraînes. Tu cours le marathon. Tu t'arrêtes. Parce que l'objectif est atteint. Parce qu'il n'y a plus de raison de continuer. Parce que ton identité profonde n'a pas changé. Tu t'es comporté comme un coureur pendant quelques mois, mais tu ne crois pas encore être un coureur. Et c'est là que réside le piège. Tant que tu ne crois pas être la personne qui fait naturellement ces choses, chaque action te coûte de l'énergie. Chaque fois que tu t'entraînes, c'est une bataille. Chaque fois que tu résistes à la tentation, c'est un effort de volonté. Et la volonté est une ressource limitée. Elle s'épuise. Et quand elle s'épuise, et elle s'épuisera toujours, l'ancienne identité reprend ses droits. Les chercheurs appellent ça la fatigue décisionnelle. Chaque décision consciente que tu prends dans la journée, même petite, même banale, consomme une part de ta capacité de régulation mentale. C'est pourquoi les bonnes résolutions s'effondrent le soir. C'est pourquoi le vendredi est plus difficile que le lundi. Ce n'est pas un manque de caractère. C'est de la biologie. Les habitudes qui tiennent ne tiennent pas grâce à la volonté. Elles tiennent parce qu'elles sont l'expression naturelle de qui tu crois être. Un non-fumeur ne résiste pas à la cigarette, il n'en veut pas. Un coureur ne se bat pas pour sortir courir, c'est simplement ce que font les coureurs. Il y a une étude fascinante menée par des chercheurs de l'université de Stanford qui illustre parfaitement ce mécanisme. Ils ont divisé des participants en 2 groupes face à un buffet de dessert. Au premier groupe, ils ont dit « Vous êtes en train d'essayer de ne pas manger de sucre ». Au deuxième groupe, « Vous n'êtes pas le genre de personne qui mange du sucre. Même situation, même tentation.
Résultat radicalement différent. Le deuxième groupe a résisté significativement mieux. Non pas parce qu'il avait plus de volonté, mais parce que l'identité proposée avait activé un mécanisme de cohérence interne. Ton cerveau déteste l'incohérence entre ce que tu fais et ce que tu crois être. Il est câblé pour maintenir la cohérence identitaire, ce que les psychologues appellent la consistance cognitive. Et tu peux utiliser ce mécanisme en ta faveur au lieu de te battre contre lui. Pense au moment dans ta vie où le changement a vraiment tenu, où tu as vraiment arrêté quelque chose, vraiment commencé quelque chose, vraiment transformé une façon d'être. Dans la plupart des cas, si tu creuses, tu trouveras un moment où tu as dit, à voix haute ou en pensée, quelque chose comme « ce n'est plus qui je suis » ou « c'est le genre de personne que je suis maintenant ». Ce n'est pas une coïncidence. C'est le mécanisme. Le changement durable commence toujours par une décision sur son identité, pas sur ses actions. Avant de te donner la méthode, je veux que tu comprennes comment l'identité fonctionne. Parce que beaucoup de gens pensent que l'identité est quelque chose de fixe. Quelque chose qu'on reçoit à la naissance ou qu'on développe dans l'enfance et qu'on ne peut plus vraiment changer ensuite. C'est faux. Et la neuroscience le confirme avec une clarté remarquable. L'identité est un récit. Une histoire que tu te racontes sur toi-même, construite à partir des preuves que tu as accumulées au fil du temps. Je suis quelqu'un de discipliné ou je suis quelqu'un qui abandonne toujours. Ces deux affirmations ne sont pas des vérités objectives. Ce sont des interprétations de données. Et les données peuvent changer. Chaque action que tu fais est un vote pour un certain type de personne. Si tu te lèves tôt aujourd'hui, c'est un vote pour je suis quelqu'un qui se lève tôt. Si tu travailles sur ton projet pendant 20 minutes, c'est un vote pour je suis quelqu'un qui avance sur ce qui compte. Ces votes s'accumulent. Et à un certain seuil, ils commencent à modifier le récit que tu te racontes sur toi-même. James Clear appelle ça le vote identitaire. Chaque habitude est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. Tu n'as pas besoin de remporter toutes les élections. Tu as besoin de remporter la majorité, suffisamment pour que le récit commence à changer. La neurologie explique ce mécanisme par le biais de la plasticité synaptique. Chaque fois que tu répètes un comportement, les connexions neuronales associées à ce comportement se renforcent. Avec suffisamment de répétitions, ces connexions deviennent des autoroutes, des chemins que le cerveau emprunte naturellement, sans effort conscient. C'est ce qu'on appelle la myélinisation. Une gaine protectrice se forme autour des circuits neuronaux fréquemment utilisés, accélérant la transmission et réduisant le coût énergétique de l'action. En d'autres termes, ce qui est d'abord un effort conscient devient progressivement automatique, et ce qui est automatique finit par sembler naturel. Et ce qui semble naturel finit par sembler identitaire. C'est qui je suis. Mais voilà la clé que la plupart des approches manquent. Ce processus est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace quand il commence par une décision consciente sur l'identité plutôt que par une accumulation aveugle de comportements. Si tu décides « d'abord je suis quelqu'un qui prend soin de sa santé », ton cerveau commence à filtrer les décisions quotidiennes à travers ce prisme. Chaque choix alimentaire, chaque occasion de bouger, chaque heure de sommeil devient une question de cohérence identitaire, pas une question de volonté. Et la cohérence identitaire est un moteur autrement plus puissant que la volonté. Voici la méthode en 4 étapes. Je l'appelle la reconstruction identitaire. Et contrairement à ce que le nom pourrait suggérer, elle ne demande pas des mois de thérapie ou de remise en question existentielle profonde. Elle commence avec une décision simple que tu peux prendre ce soir. Étape 1. Décider qui tu veux être, pas ce que tu veux faire. La première question n'est pas « Quelle habitude est-ce que je veux adopter ?» La première question est « Quel type de personne est-ce que je veux être ?» Pas dans 10 ans. Maintenant. La version de toi qui vit déjà selon tes valeurs. Comment est-elle? Comment pense-t-elle? Qu'est-ce qu'elle fait naturellement? Formule cette identité en une phrase simple au présent. Non pas « je veux devenir quelqu'un de discipliné ».
mais je suis quelqu'un de discipliné. Non pas j'essaie de prendre soin de ma santé, mais je suis quelqu'un qui prend soin de sa santé. La formulation au présent est essentielle. Elle active le mécanisme de cohérence cognitive immédiatement. Étape 2. Trouver des preuves minuscules, immédiatement. Une fois l'identité décidée, tu as besoin de preuves pour la soutenir. Pas de grandes preuves, des preuves minuscules, des votes. Rappelle-toi, chaque action est un vote. Et tu n'as pas besoin d'une victoire spectaculaire pour commencer à changer le récit. Tu as besoin d'une série de petites victoires cohérentes. Si tu décides que tu es quelqu'un qui prend soin de sa santé, la première preuve n'est pas de courir 10 km demain matin. C'est de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, de boire un verre d'eau supplémentaire, de te coucher 10 minutes plus tôt. Ces actions semblent insignifiantes. Elles ne le sont pas. Elles construisent le récit. Et le récit construit l'identité. Étape 3. Utiliser le langage identitaire. Les mots que tu utilises pour te décrire façonnent profondément la perception que tu as de toi-même. Des études en psychologie du langage montrent que les autodescriptions répétées finissent par modifier les croyances, même si elles ne correspondent pas encore totalement à la réalité. Commence à parler de toi-même en termes identitaires plutôt qu'en termes comportementaux. Par exemple, au lieu de dire « j'essaie de lire plus », dis plutôt « je suis quelqu'un qui lit ». Ou bien, au lieu de « je fais du sport parfois », dis « je suis quelqu'un d'actif ». Ces formulations peuvent sembler un peu présomptueuses au début, c'est vrai. Mais en fait, elles sont de véritables déclarations d'intention que ton cerveau commence à prendre au sérieux. Et tu vas remarquer quelque chose d'intéressant. Quand quelqu'un te propose quelque chose d'incompatible avec ton identité déclarée, refuser devient tout de suite plus facile. Ce n'est pas parce que tu as plus de volonté, mais parce que non merci, je ne mange pas de sucre est beaucoup plus solide que non merci, j'essaye de ne pas manger de sucre. La première, c'est une identité. La deuxième, c'est juste un effort. Étape 4, honorer l'identité même les jours difficiles, et surtout les jours difficiles. C'est l'étape la plus critique, et franchement, celle que presque tout le monde rate. Parce que les jours difficiles, tu sais, ces jours où tu n'as pas envie, où tout va mal, où la motivation est à zéro, eh bien, ce sont précisément ces jours-là qui définissent si l'identité est réelle ou juste superficielle. Rappelle-toi le minimum non négociable de la vidéo sur la discipline. Ici, il s'applique encore plus fortement. Les jours difficiles, tu ne cherches pas à performer, tu cherches juste à maintenir la cohérence identitaire. Une seule action minuscule qui dit « Je suis encore cette personne, même aujourd'hui ». Même un vote compte, même un tout petit vote. L'identité ne se prouve pas dans les bons jours, elle se consolide dans les mauvais. À chaque fois que tu maintiens ta cohérence identitaire quand c'est difficile, tu envoies à ton cerveau un signal puissant. Cette identité est réelle. Elle n'est pas conditionnelle. Elle est qui je suis. Je veux te dire quelque chose sur le changement que les livres de développement personnel disent rarement. Changer d'identité n'est pas une trahison de qui tu étais. C'est un honneur rendu à qui tu peux devenir. Il y a dans notre culture une confusion profonde entre la fidélité à soi-même et la rigidité. Comme si changer, vraiment changer, en profondeur, était une forme d'incohérence ou de manque d'authenticité. Comme si la personne que tu étais à 20 ans avait le droit de définir qui tu es à 40. Ce n'est pas de la fidélité, c'est de la prison. Les philosophes grecs avaient un mot pour désigner ce processus de devenir continu. Télos, la finalité. La direction vers laquelle une chose se développe pour atteindre sa pleine expression. Pour eux, le télos d'un gland, c'est le chêne. Et le télos d'un être humain, ce vers quoi il tend naturellement quand il se développe pleinement, c'est la vertu, l'excellence. La version la plus accomplie de lui-même. Tu n'as pas à tout décider aujourd'hui. Tu n'as pas à tout résoudre. Tu as juste à commencer à voter pour la personne que tu veux devenir. Un vote aujourd'hui. Un vote demain.
Et un jour, tu te retourneras, sans t'en être rendu compte, et tu verras que tu es déjà cette personne-là. Pas parfaitement, pas complètement, mais suffisamment pour que ça compte. Suffisamment pour que tu te reconnaisses dans le miroir d'une façon nouvelle. La révélation finale. Elle est difficile, mais elle est nécessaire. Voici ce que je n'ai pas encore dit. Tu ne changes pas seulement parce que tu commences dans le mauvais ordre. Tu ne changes pas aussi parce qu'une partie de toi tient à l'identité actuelle, même si elle te fait souffrir, même si elle te limite, même si tu dis vouloir en sortir. L'identité actuelle, même inconfortable, est familière. Elle est prévisible. Elle te protège, à sa façon, du danger de l'inconnu. Si tu restes quelqu'un qui n'a jamais vraiment réussi, tu ne peux jamais vraiment échouer non plus. Si tu restes quelqu'un qui ne prend pas soin de lui, tu n'as jamais à faire face à la déception si ça ne marche pas. C'est ce que les psychologues appellent le bénéfice secondaire de l'identité limitante. L'identité qui te retient te donne aussi quelque chose, de la sécurité, de la cohérence, une excuse. Et tant que tu ne vois pas ce bénéfice clairement, tant que tu ne le nommes pas honnêtement, il continuera à opérer en silence. Alors voilà la question que je te laisse ce soir. Pas quelle habitude tu veux changer, pas quel objectif tu veux atteindre. La question est, quelle identité est-ce que je protège en ne changeant pas? Et qu'est-ce que cette identité me coûte vraiment? Écris ta réponse dans les commentaires, même une ligne. Parce que nommer ce que tu protèges, c'est déjà commencer à décider si ça vaut la peine d'être protégé. Si cette vidéo t'a donné quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui tourne en rond depuis trop longtemps. Quelqu'un qui essaye de changer les mauvaises choses. Peut-être que cette vidéo sera le déclic. La prochaine vidéo va là où presque personne n'ose aller dans le développement personnel, le silence. Pourquoi les grands esprits parlent moins? Et ce que le silence peut révéler sur toi, que le bruit t'empêche d'entendre. Abonne-toi pour ne pas la rater. Prends soin de toi. Et commence à voter pour qui tu veux être, dès aujourd'hui.